Bonjour à tous. Dans le 3e épisode du podcast Trajectoire, créé par Beyond Rugby, en collaboration avec Midi Olympique, nous avons interrogé Raphaël Poulain. Du Stade Français aux planches, Raphaël nous a confié librement ses difficultés à vivre la fin de sa carrière et aussi son envie aujourd'hui de remonter sur scène. Bonne écoute à tous. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexia. Bonjour Raphaël. Salut Morgane. Merci d'avoir accepté de participer au podcast Trajectoire. Avec grand plaisir, je suis prêt à répondre à toutes vos questions, avec authenticité. Super, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, voilà. Alors du coup, dans le podcast Trajectoire avec Morgane, on accueille d'anciens rugbyman professionnels pour les découvrir au-delà de leur carrière de rugbyman et comprendre un peu quels ont été leurs parcours. Donc on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Certains te connaissent certainement en tant que joueur. D'autres ont pu te découvrir, en tout cas découvrir ton histoire à travers le livre que tu as sorti en 2011, Quand j'étais Superman, dans lequel justement tu évoquais tes difficultés à te reconvertir. Et puis peut-être qu'il en reste certains qui te connaissent peut-être un peu moins. Alors pour cela, est-ce que tu peux commencer en te présentant ? C'est un exercice qui est toujours très particulier de se présenter, parce qu'on se présente toujours par ce que l'on fait et pas ce que l'on est. Donc je vais résumer en 2 minutes ce que j'ai été jusqu'à aujourd'hui, dans l'instant présent avec vous. Je suis originaire de Picardie, j'ai eu une très bonne éducation, judéo-chrétienne, un peu matriarcale, et je suis arrivé à 18 ans à Paris de ma petite campagne picarde, et j'ai gagné un titre Réchelle avec une équipe de malades, une équipe de fous, et j'aime en parler parce que j'ai eu la chance d'être 3 fois champion de France avec le Boulier de Brennus, mais ce souvenir, il était énorme. Et en 99, je suis devenu rugbyman professionnel. J'ai fait partie de cette aventure extraordinaire avec les Dominici, avec les Dominguez, les Rabadan, les Blin et consorts. Et j'ai fait 6 ans de rugby pro. Le rugby se découvrait professionnel. Poulain se découvrait aussi rugbyman professionnel à Paris. Donc j'ai été un peu cliché du genre humain avec argent, gloire, notoriété, reconnaissance. Sauf que je n'ai pas joué une seule finale du club. Après, je suis devenu comédien. J'ai eu la chance de jouer avec Isabelle Adjani, une pièce de théâtre qui s'appelle La dernière nuit pour Mary Stuart, où j'avais le rôle d'un apprenti bourreau muet en 1100 en Écosse. Muet, en plus. Et derrière, je suis revenu au Racing 1 an, 2007-2008. Et puis, quand une carrière s'arrête, justement, on a toujours l'impression que le sportif ou la sportive se barre avec son argent et sa notoriété. Moi, je suis parti avec ma colère, avec des regrets, avec ma nostalgie, avec un corps que je connaissais pas, des émotions dont je m'étais coupé, un mental soi-disant à toute épreuve ou un mental d'acier. C'est un peu de la branlette philosophique, et puis plus personne qui croyait en moi, donc il a fallu se reconstruire. Plutôt que de me plonger dans la coke, l'alcool ou le cul, je me suis plongé dans la philosophie, la mythologie, la psychanalyse et la psychologie. Et en 5 ans, je suis devenu con et dogmatique. Alors de l'extérieur, j'avais le bon discours, mais à l'intérieur, au quotidien, avec ma femme, je me comportais comme un connard. Et il s'avère qu'après 5 ans d'introspection, j'ai fait un burn-out, j'ai fini à l'HP. Ma femme m'a plaqué. En mythologie, c'est toujours une femme qui révèle à l'homme son potentiel. Moi, ma femme m'a révélé en me plaquant. Burn-out, 9 mois de mort et de renaissance. J'ai appris à me connaître véritablement. J'ai reconquéré ma femme, et aujourd'hui, à 39 ans, bientôt 40, je suis toujours avec cette jeune femme. Et on a 2 enfants, un petit Léo qui a 4 ans et un petit Elliot qui a 1 an. Et sur le plan professionnel, qui suis-je ? Je préparais un one-man show pour Avignon, mais Avignon annulé. Je préparais des podcasts qui étaient dans ma stratégie de communication pour Avignon, mais ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Et puis je suis conférencier en entreprise, mais je pense qu'au sortir de ce confinement, la priorité des boîtes, ce ne sera pas des séminaires. Donc je suis en train de me révolutionner aussi professionnellement. Et voilà qui je suis ici à Paris, seul avec femme et enfants dans le sud, face à vous. Voilà. C'est complet, je crois qu'on peut terminer. Merci, à bientôt. C'est ça. Et du coup, on repart un peu au démarrage. Tu dis que tu es arrivé sur Paris, c'est le rugby vraiment qui t'a amené sur Paris, ou tu avais d'autres idées en tête ? Moi, je rêvais d'être motard dans la police. Et je fais un tournoi en Belgique en 97. Il y a un mec du Stade Français qui est là-bas et qui dit au détecteur, et en tout cas au recruteur du Stade Français, il y a un mec pas mal à Beauvais, essayez-le. Je fais des détections en juin 98, juste avant de passer mon bac. Les mecs me disent, on te veut à 200%.
Et 2 mois plus tard, je passe de ce petit village de 700 habitants où j'habitais pendant 18 ans à La Défense, où j'habite dans un appartement au 27e étage, avec vue sur l'Arche de la Défense, un cimetière, une autoroute et une fac où je vais pas. Et je suis Krabos, je suis surclassé dans la catégorie Réchelle avec cette équipe de malades dont je vous parlais. Champion de France le 16 mai 1999 face à Pau 34-17. On est champion du monde, champion olympique. Bernard Laporte est dans les tribunes. Il dit que j'ai un mental d'enfer, un physique d'acier. 3 semaines plus tard, je suis à Énergie dans le bureau de Max Gozzini et je signe mon contrat pro à 9 000 balles par mois, 18 000 si je fais 5 matchs et 27 000 si je fais 10 matchs. La machine est lancée et elle s'arrêtera 6 ans ou 7 ans plus tard. Dans ta famille, du coup, il y avait des personnes qui jouaient au rugby. Enfin, comment le rugby est venu comme un sport que tu as pratiqué ? J'ai commencé à 7 ans. Je me souviens que j'étais dans la cuisine. Ma mère discutait avec mon père. J'avais fait du judo, j'avais pété 2 clavicules. Au ping-pong, je bouffais des balles. Donc, à un moment, mon père m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui, quoi ? Pas fataliste du tout. Mon père n'est pas très sportif, ma mère non plus. Donc, mon père m'a donné le choix, mais très, très naturellement, entre le foot et le rugby. Et j'avais pas le gabarit que j'ai aujourd'hui ou que j'avais à 18 ou 19 ans, mais je suis arrivé à Beauvais sur ce terrain. Anne-Marie Lenormand a été ma première entraîneur de rugby. Ça a été magique. Mon meilleur pote, Luc, qui est encore mon meilleur pote aujourd'hui, je commence le rugby avec lui. Et 10 ans à Beauvais, à découvrir un sport magique avec... alors, ce qui est assez hallucinant, c'est avec la différence, parce qu'il y avait des gros, des grands, des gras, il y avait des Chinois, il y avait des Noirs, il y avait des Blacks. Et moi, le parallèle que je fais, c'est que mes parents, à ce moment-là, me mettent dans une école catholique où on est 1000 petits blonds blancs bien peignés. Donc, dans cette école catholique, on t'apprend la tolérance. T'as pas de différence, en fait, autour de toi. On est tous avec notre petit short en velours, nos petites chaussettes et tout. Et le rugby m'a permis justement d'apprendre aussi la tolérance. Et l'éducation aussi que mes parents m'ont donnée sur, voilà, les portes ouvertes à la maison. Mais le rugby, ça a été une découverte, mais pas parce que mon père ou ma mère ou une personne de ma famille ou un référent extérieur jouait au rugby. J'y suis arrivé hyper naturellement, sans, tout au long de ces années aussi de découverte du rugby, sans chercher à vouloir faire carrière, parce que Picard, tu vois, pas plonger dans un, peut-être comme toi, Morgane, tu vois, pas plonger dans un village ou dans une ville qui pue le rugby. J'étais à Noyer-Saint-Martin, à Beauvais, j'écoutais Alanis Morissette et j'étais à moitié grunge. Ça n'avait pas de sens. Donc, après, moi, je viens du Sud, donc dans le Sud, c'est quand même le rugby à gogo, mais pour le coup, moi, ce qui m'interpelle, c'est que tu es vachement attaché, je vois, à travers ton discours, aux valeurs et ce que t'a apporté le rugby, même dans ta jeunesse. C'est le fait d'arriver à Paris, te retrouver tout seul dans cet appartement, justement, ça t'a fait quel effet, en fait? Ça a amené quoi chez toi? J'avais mon premier amour en plus qui habitait à Boulogne, donc je faisais des allers-retours. J'étais en la catégorie Krabos, je découvrais le centre de formation, mais j'étais pas dans le centre de formation parce que et j'avais pas fait surtout je n'étais pas formaté ou en tout cas formé dans les autres centres de formation. Picardie, t'avais pas de centre de formation, donc je débarque à 18 ans dans un monde extraordinaire à Paris, capitale de la mode et du monde occidental, avec ses 3 millions de carnassiers et avec ce statut d'espoir du rugby, parce que je commence à être dans la catégorie aussi équipe de France moins de 19 ans. Je fais aussi les détections régionales. Mais tout ça est un petit peu lunaire pour, je t'ai dit, un gamin qui, 2 ans plus tôt, enlevait des betteraves montées dans les champs pour s'acheter un casque de mobilette. Donc c'était lunaire, c'était extraordinaire. Et au milieu de cette saison 98-99, petit moment de dépression, cette jeune femme me plaque et je me mets à compter les 406 coupés qui passent en bas de mon appartement, quoi. Et le rugby fonctionne, mais je sais pas ce que je vais devenir. La question conne qu'on se pose à 18 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi, on m'a mis dans une fac commerce-gestion et à faire du rugby sans savoir si j'allais devenir rugbyman professionnel. Donc, un peu paumé. Mes parents à 150 km, mais je les écoutais plus parce que je voyais tout à travers le club. Et puis, dans ce petit moment de dépression, un type tape à ma porte et en fait, c'était Pierrot Rabadan qui me dit « Écoute, je sais ce que tu vis, viens habiter avec moi. » J'habite avec Salim Rodolphe à Malakoff, dans 100 mètres carrés. Et là, on a été les catastrophiques, les 4 astrophiques, les 4 fantastiques de la connerie qu'on a encore aujourd'hui. Et on a cassé Paris et j'ai été surclassé 2 semaines plus tard. Et la suite, c'est champion de France Réchelle et rugbyman professionnel. Donc, tout arrive hyper rapidement. En fait, t'es pas du tout préparé à ça. Et est-ce qu'au moment justement où tu as eu un petit down, est-ce qu'à ce moment-là, tu en as quand même profité pour réfléchir à ce que tu pourrais faire après le rugby? Ah, j'en rigole parce que c'est... En fait, Alexia et Morgane, on le sait,
c'est hyper dur à 18 ans de savoir ce qu'on va faire de sa vie. Ouais. Dans une société aujourd'hui où on met en avant le super-héros, le masculin, le mâle invulnérable, à 18 ans, moi je faisais 92, 94, 95 kilos. Voilà, j'avais les épaules larges, les couilles bien accrochées, persuadé d'avoir confiance en moi. Et j'étais sauveur, en fait. J'étais sauveur de mon monde, sauveur de mes parents, sauveur du rugby. Donc, on me dit, j'apprends en 99 que je vais être rugbyman professionnel. Donc là, c'est le super-héros qui est un dieu du stade. Enfin, il y a tout derrière, toute cette dynamique. Et c'est hyper dur à 18 ans de se dire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie alors que je suis pas encore rugbyman professionnel à ce moment-là. D'essayer de se projeter, à se dire, putain, dans 15 ans, il va falloir que je pense à savoir ce que je vais faire comme métier. Aujourd'hui, c'est hyper dur de dire à un gamin de 16, 17, 18 ans, fais gaffe. Parce que vous êtes 30 dans cette salle, sur les 30, il y en a 1, 2, voire 3 qui vont percer, et le reste, il va falloir aussi accepter que votre rêve peut se casser la gueule. Est-ce que tu penses que le fait que tu n'aies jamais eu envie d'être rugbyman professionnel, justement, tes parents, ils n'ont pas pu se dire à un moment donné, lui, de toute façon, c'est pas quelque chose qu'il ambitionne, donc il y a cette sensibilité-là qu'ils n'ont pas pu t'amener, le fait de te dire, fais attention, il n'y a pas que le rugby dans la vie, il y a aussi l'école. Tu ne penses pas qu'à un moment donné, c'était ta famille ou ton entourage qui aurait pu te faire te raccrocher peut-être à des choses plus... Ils ont tenté. Mais moi, j'avais passé 18 ans à la campagne. Ma figure tutélaire, qui était mon père jusqu'à 18 ans, c'est devenu Bernard Laporte. Qui, en septembre 98, me dit, avec 100 kilos, tu seras le meilleur. J'en faisais 92. J'ai pris 8 kilos de muscle en un an, sans me doper. J'ai pris 8 kilos de muscle. Parce que ma nouvelle figure tutélaire, en tout cas mon référent masculin à l'époque, c'était Bernard Laporte, qui me disait, tu seras le meilleur comme ça. Moi, j'ai cru, donc je ne voyais qu'à travers le club. Et j'écoutais moins mes parents, qui en fait, au bout d'une blessure, ont commencé à se dire, va peut-être voir un psy. Et ma mère, en fait, et mes parents ont vu un gamin, en fait, se détruire pour appartenir au groupe, se détruire pour, être toujours dans ce côté invulnérable, les épaules larges, et je ne voyais qu'à travers le Stade Français. D'ailleurs, je vais aller un peu trop vite, mais en 2005, quand j'arrête ma carrière, j'ai Clermont-Ferrand et Perpignan qui me veulent. Et je préfère arrêter ma carrière parce que Stade Français, parce que des choses vécues hyper fortes, en fait, dès le début. Dès mon arrivée à Paris, c'était hyper fort. C'était très intense avec ce titre Réchelle et puis tout ce qui arrivait derrière. C'était fort. Et quel est ton plus beau souvenir, justement, au Stade Français? Tu dis que ça a été intense, mais est-ce qu'il y a des souvenirs hyper marquants, tu vois, qui sortent du lot? Il y a le titre Réchelle. Pour moi, c'est avant que l'enjeu dépasse le jeu. C'est avant que l'enjeu de l'argent, la gloire, la notoriété, les muscles, tous ces clichés-là, et j'étais dedans, ne dépasse l'envie de jouer. Et moi, je sais que j'étais bon quand j'étais dans le jeu. Voilà, cette notion d'enfant qu'on a en nous, moi, elle s'est un petit peu arrêtée quand j'ai commencé à entendre dans les médias le Lomou blanc, on me comparait à Tana Umaga. Tana Umaga, il savait faire des passes, il savait plaquer. Jonah Lemou, il faisait 1m96 et 118 kg. Je faisais 1m86 et 100 kg, mais je croyais en ça. Donc, je pense que le plus beau souvenir, en tout cas, de ma carrière de rugbyman, c'est un souvenir que j'avais à Beauvais, un quart de finale perdu en Philippe Ono à 14 ans, et ce titre Réchelle. Après, malheureusement, j'ai loupé les 6 finales de mon club. C'est-à-dire que j'ai joué tout au long de l'année, mais j'arrivais toujours avant la finale à me blesser ou à ne pas être dans le groupe. Donc, c'est des souvenirs qui étaient beaux, magnifiques, sur les troisièmes mi-temps, mais quand le bouclier était soulevé et que moi j'étais sur la pelouse à voir mes potes soulever le bouclier, t'accumules ça, plus les blessures à côté, t'accumules, et c'est pas les meilleurs souvenirs. Mais le quotidien, la vie sociale, le rapport aux supporters, mes parents qui se sont créés aussi une vie sociale à travers le rugby, la vie sociale que j'ai créée avec mes potes, les Dani Corletto, les Jérôme Filleul, les Pierre Rabadan, tous ces mecs-là, je savais pas, tu sais, on dit toujours, on n'est pas obligé de s'aimer pour gagner. Moi, il n'y a pas un mec que j'ai pas aimé au Stade Français, à part un, mais que je vais même pas citer. Je pense que j'en ai déjà assez parlé pour même pas le citer. Et du coup, ça m'amène à une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'en veux plus à toi-même ou t'en veux à certaines personnes? Tu sais, j'ai fait et on en parlera après, j'ai fait un gros, énorme travail introspectif quand même pour accepter ma part de responsabilité dans ce qui m'était arrivé pendant toutes ces années. Aujourd'hui, j'en veux pas au rugby. Aujourd'hui, le rugby, le Stade Français, ça se découvrait professionnel. On connaît le Stade Français des années 2000. C'était les paillettes, c'était tout ça, mais c'était aussi une vie de groupe absolument extraordinaire. On n'était pas connus à Paris, à part dans le Marais. Avec les calendriers, il y avait quelque chose de très, très spécial. Donc, j'ai appartenu à une histoire de vie qui était extraordinaire. Après,
avec le recul, j'ai pris ma part. J'ai compris pourquoi j'étais en mode sauveur. J'ai compris pourquoi je m'étais blessé. J'ai compris le rapport que j'avais à l'autorité. J'ai compris ma part de responsabilité. Sauf qu'entre 18, je dirais, et 25 ans, t'es encore un ado. Surtout dans un système aussi où on a tendance à déresponsabiliser un petit peu les joueurs. On leur apporte tout. Donc j'ai pris ma part. J'ai analysé. Et après, quand je me suis tourné vers Fabien Galtier, quand je me suis tourné vers Max en disant « Mais ouais, mais vous avez fait ça aussi avec moi. » C'est-à-dire qu'à 19-20 ans, c'est moi le petit et c'était vous les grands. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? C'est « Ouais, mais Raph, t'étais trop excessif. Tu picolais. » Voilà, ils m'ont mis dans une espèce de, je dirais, de case pour se déresponsabiliser, en tout cas se dédouaner de ce qui m'était arrivé. 6 opérations en 6 ans, quoi. Au bout d'un moment, je veux bien prendre ma part, mais j'ai pas entendu de la part du rugby qui se découvrait professionnel. Ah ouais, peut-être qu'on a mal fait avec lui. Peut-être que... Et je suis une caricature de ce qui arrive dans le rugby pour tout le monde. La blessure, le soutien psychologique pendant la blessure, l'accompagnement psychologique aussi d'après-carrière. Il y a un accompagnement professionnel, ça commence à venir, mais l'accompagnement psychologique est essentiel. Et puis, quand tu es en haut de l'affiche, comment tu le vis? Donc, toutes ces problématiques, en fait, je les ai analysées, j'ai pris ma part. Et le rugby, tu sais, quand j'ai proposé de faire des conférences dans les 30 clubs professionnels, j'ai proposé ça à Proval, on m'a répondu que c'était il y a 7 ans. On m'a répondu que j'avais 10 ans d'avance sur la prévention. C'est au résumé. J'ai une question par rapport à ça aussi. Je me souviens, alors je ne sais pas si tu le fais encore, mais tu passais à Marcoussis pour sensibiliser un peu les jeunes, pour parler de ton histoire. Et comment tu penses que ces joueurs-là l'avaient pris, ce discours-là? Tu penses qu'ils t'ont écouté juste de manière hyper attentive ou c'est rentré dans une oreille et c'est ressorti par l'autre? Mais tu sais, Morgane, dans une société, il faut pas. On cherche tous d'avoir un sauveur ou une sauveuse qui va nous amener les clés. Moi, je suis arrivé, j'ai témoigné. Et à la fin, j'ai conclu en disant libre à chacun de prendre ce qu'il veut. C'est ce que je fais en entreprise. Moi, je suis pas là à dire faites comme ci, faites comme ça, pensez comme ci, comme ça. Je raconte mon histoire et ils savent que ça existe. Quand j'en discute encore aujourd'hui avec Teddy Thomas, quand j'en discute avec Baptiste Serin, quand j'en discute avec tous les mecs qui étaient là en fait dans cette salle, qui pour la plupart jouent aujourd'hui en première dans le top 14 ou en Pro D2, déjà il y a un respect parce que le respect de l'ancien tu l'as connu et il existe encore aujourd'hui. Et puis derrière c'est ah ouais peut-être que ça existe aussi, ouais, que l'envers du décor, que le côté gladiateur c'est peut-être pas ce qu'on essaie de nous vendre depuis tout petit. Donc l'impact, il existe, il a existé et ça a permis justement peut-être à certains qui n'ont pas fait carrière de se dire ah ouais, ça arrive, l'échec arrive, l'aveu de faiblesse aussi arrive, la remise en question aussi, elle doit arriver. Mais tu parles de cette conférence qui a été faite à Marcoussis en 2013, j'ai fait la tournée des Pôles Espoirs, j'ai eu beaucoup de retours très positifs de gamins qui s'étaient blessés, qui n'avaient pas fait carrière et qui se sont dit ouais merci pour le témoignage, le bouquin aussi, merci pour le bouquin parce que ça permet de s'identifier à autre chose qu'une forme d'invulnérabilité et de gladiateur. Voilà. Et moi, l'aveu de faiblesse et la vulnérabilité, aujourd'hui, je la prône. L'échec, je le prône parce que c'est ce qui te construit, quoi. Je sais pas du tout si j'ai répondu à ta question, mais voilà. non, c'est juste que des fois, je me dis, tu vois, le discours de l'ancien, tu dis qu'il existe encore, qu'il est respecté, mais par moments, tu sens que ça peut aussi être vu comme le discours du vieux con. Donc, l'idée, c'est que moi, je suis convaincu que ces discours-là, ils sont très importants. Mais à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde est prêt à les écouter aussi? Tu vois, c'est ça la question. Mais les joueurs sont prêts à l'écouter. Tu sais, c'est comme en entreprise, en général, c'est les managers qui me font venir pour leur manager. Et ils me disent, non, mais là, il faut qu'ils évoluent. Si un mec d'un centre de formation vient me chercher et il me dit, ah ben là, il faut que tu les responsabilises, les gamins, là. Ton discours, ça va impacter sur leur truc. Là, j'ai envie de leur dire, je dis, mais attendez, on a la génération qu'on mérite. Donc vous, les managers, c'est aussi à vous de vous mettre en question. Vous, les directeurs de centres de formation, c'est aussi par rapport à la méthode que vous mettez en place. Peut-être qu'il y a d'autres, justement, d'autres outils, une autre manière de fonctionner. Donc, le discours, il est entendu par les joueurs. Il est entendu parce que c'est de l'humain, parce que ça arrive à tout le monde de faire une dépression, ça arrive à tout le monde de se blesser, ça arrive à tout le monde d'être en haut de l'affiche et d'avoir des grands moments de gloire. Ça arrive dans le rugby. Mais en fait, c'est l'encadrement qu'il faut aussi responsabiliser. C'est l'encadrement aussi qu'il faut prévenir aussi sur la manière de communiquer avec tes joueurs, voilà, le moment de la blessure, de pas trop le pousser parce que revenir de blessure, déjà la blessure, il y a un message derrière la blessure, c'est le corps parle. Donc derrière la blessure, le fous pas dans le déni à dire ouais, j'ai besoin de toi dans 3 semaines, il faut que tu sois à la hauteur, parce que le mec se fout sous pression. Donc c'est tout ça en fait, c'est tout l'environnement autour du sportif qu'il faut sensibiliser. Les parents qui inconsciemment mettent la pression à leur gamin pour dire bah ouais putain, bah moi j'ai pas eu la réussite, donc mon gamin lui je vais le mettre sur un piédestal et
Mais ça met une pression énorme, consciemment ou inconsciemment. Moi, je sais que j'avais cette pression de la part de mon père, qui n'avait pas eu, voilà, dont le père est décédé quand il avait 6 ans, et qu'il a transféré sur moi une histoire qu'il n'a pas eue avec son père. Donc, j'ai porté mon père. Mais tout ça, je l'ai analysé et j'ai pris le temps de le comprendre. Et on porte tous quelque chose. Donc, il y a un moment où ce discours-là, il se veut juste préventif, responsabilisant et juste d'être dans le partage, parce que ça parle. Mais ça ne doit pas parler qu'aux acteurs sur le terrain. Ça doit parler aussi à l'environnement du sportif, à l'environnement du rugbyman, du lanceur de poids, de la sprinteuse. Voilà, il y a tout un environnement autour du sportif et de la sportive. Si jamais on te donnait une baguette magique, j'imagine qu'avec toute l'introspection que tu as fait depuis toutes ces années, si tu avais une baguette magique, tu avais un moment dans ta carrière à changer qui te permettrait de basculer sur autre chose, ça serait quel moment et ça te ferait basculer vers quel type de carrière? Tu sais répondre à ça, du coup. J'ai beaucoup de mal avec le si, Morgane. J'ai beaucoup de mal avec le si parce que ça te fait repartir dans le passé. Et moi, le passé, je viens d'y passer 14 ans. J'ai passé 14 ans à comprendre. 14 ans à comprendre, voilà, tout ce qui est derrière. Donc, putain, si je perds pas ma couille en 2001 à Béziers au stade de la Méditerranée, si je chope pas l'appendicite en Irlande, je suis en équipe de France. Mais d'un autre côté, si je vis pas ça, je joue pas avec Isabelle Adjani, je rencontre pas ma femme, je fais pas mon burn-out, je suis pas père de famille aujourd'hui. Donc il y a un moment où je pourrais changer pour avoir une carrière différente, mais ma carrière, elle est belle, elle est magnifique. J'ai 3 titres de champion de France, j'ai des potes à la vie, à la mort, et j'ai une femme qui m'aime pour ce que je suis. Un connard, mais beaucoup moins connard qu'avant. Donc, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et c'est assumé, ce discours-là, il est assumé. C'est-à-dire que c'est pas dans le paraître. Rien de ça. Et je me comporte comme un connard. Je me comporte, comme je le dis encore, comme un connard avec ma femme de temps en temps, mais je m'améliore, en fait. Je m'améliore grâce à ces expériences, grâce à la théorie que j'ai pu accumuler dans tous ces bouquins que vous pouvez voir derrière moi, mais j'essaye d'allier les deux et puis d'assumer ce que je suis aujourd'hui dans l'instant présent. Et demain, on verra bien. En attendant, je suis privilégié, quoi. Donc il y a un moment où, ok, j'ai fait ma part et maintenant qu'est-ce que je peux faire en fait pour faire avancer le monde? Ces discussions que j'avais avec Pierrot Rabadan il y a 2 jours sur l'écologie, quel impact on peut avoir nous en tant que sportifs, anciens sportifs et sportives, comment on peut faire changer les mentalités. Et c'est ça en fait, c'est d'essayer d'évoluer pour laisser une terre un peu moins dégueulasse à nos gamins. Je suis père de 2 gamins moi. Qu'est-ce que je vais leur laisser? Donc chacun doit faire sa part. C'est Pierre Rabhi, c'est Cyril Nick, c'est Frédéric Lenoir, c'est tous ces mecs-là qui peuvent nous inspirer, mais que tu entends dans les médias à partir d'1h du matin. Parce qu'on te vend de la peur jusqu'à 23h et à minuit, ben voilà, les cerveaux sont éteints et là, on va t'amener du positif. Parce que le positif, ça fait pas vendre. Et pourtant, ça permet de s'élever sur le plan qualitatif. Et d'un point de vue écologie, justement, tu t'es engagé à titre perso, tu fais des choses dans ton quotidien pour respecter la planète, l'environnement, mais est-ce que c'est un sujet que tu aimerais porter même plus haut et plus fort en t'engageant, je sais pas, avec une asso ou même politiquement? C'est des choses qui te parlent ou pas du tout? Alors, tu parlais de politique. Je le disais, notre éducation judéo-chrétienne depuis 2000 ans, elle attend qu'il y ait un sauveur ou une sauveuse qui vienne nous sauver. Moi, tous les 5 ans, j'entends un mec dire « Moi, président, je ». Je vois un ego, en fait, qui parle. Donc, on attend toujours d'être sauvé par l'extérieur. Toujours d'être sauvé par un mec planqué derrière un nuage, voilà, quelqu'un qui va nous sauver. Et c'est à nous de nous sauver. Et comme tu le disais, dans nos comportements aussi au quotidien. Aujourd'hui, on a accès à l'information. On a accès à beaucoup d'informations, mais c'est abyssal. Donc, on se dit « Mais qu'est-ce que je peux faire, en fait ? Qu'est-ce que je peux faire pour sauver le monde ?» Déjà, le monde, il va bien, en fait. Si tu éteins ta télé et tu regardes par la fenêtre, tu dis que le monde va bien. Et que ces petits messages de Covid et ces petits messages, en fait, il y a un moment, doivent justement je dirais, t'éveiller à ta responsabilité. On est tous individuellement responsables de la merde dans laquelle on se retrouve collectivement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Faisons notre part. Consommons différemment. Les circuits courts, on en parle. Tu sais, la question qu'on se pose à se dire, putain, on sortira du confinement, on sortira différent. Mais oui, on peut en sortir différent. Mais on attend une fois de plus qu'il y ait toujours quelqu'un de l'extérieur qui va nous dire comment faire. Et voyons comment l'éducation qu'on donne à nos gamins. Moi, depuis tout petit, on me dit d'écraser l'autre pour être le premier. Déjà ça, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas d'empathie. Donc je consomme et voilà, et je consume l'extérieur. Et quand tu commences à prendre conscience de ta part de responsabilité en tant qu'adulte, eh ben, tu consommes moins à l'extérieur, tu t'apaises et tu essayes de voir les choses un peu différemment, avec un peu plus de largeur. Respecter le temps que tu as avec ton gamin, faire une chose après l'autre. Donc c'est ça, moi, mon écologie. Déjà, c'est déjà
de me séparer un peu de ce temps qui est nécrophage, à dire il faut que je pense déjà à la chose d'après, qui est cool. Donc voilà, c'est d'être les uns avec les autres et d'avancer, de réfléchir aussi ensemble. Parce que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. C'est pas moi qui l'ai inventé celle-là. Il reste à savoir où on veut aller. Après, c'est compliqué pour en revenir un peu au sujet du sportif. Quand tu es sportif, que tu es auto-centré sur ta carrière, c'est quand même assez compliqué. Tu sais ce que c'est tu l'as vécu, de regarder ce qui se passe autour. Et pour eux, quand tu parles du héros, c'est celui qui fait 30 plaquages par match, malheureusement, ça reste ça. Tous n'ont pas la force mentale d'aller regarder à côté, ou alors il faut qu'il se passe un événement grave dans leur vie pour justement se reconnecter à ce qui se passe à côté, quoi, clairement. Exactement, c'est en prenant des claques dans la gueule qu'on apprend. C'est l'être humain fonctionne comme ça. Pour revenir peut-être sur tes projets et ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc ouais, tu nous parlais des conférences, que tu avais le projet sur d'être comédien, etc. Est-ce que tu peux nous dire du coup tes projets d'aujourd'hui? Alors, juste avant le Covid, ça fait quand même... En fait, la veille du départ de ma mère me dit voilà, Raphaël, tu as le bon discours en entreprise, c'est super, voilà, j'aime ta philosophie et je trouve que tu deviens quelqu'un de bien, mais c'est quoi ton rêve de gosse? Moi, je lui dis maman, moi, je veux être acteur de ma vie, à la fois sur scène et dans ma vie. C'est-à-dire l'équilibre entre l'être et le paraître, on va dire. Je vais loin, mais... Et je lui dis maman, je veux ça. Et elle me dit vas-y. Le lendemain matin, on est tous autour d'elle, elle ferme les yeux, en un quart d'heure, elle part. De ce jour-là, j'ai dit que je monterais sur scène. Ça fait 3 ans. Juste avant le Covid, j'avais trouvé un sponsor, j'avais trouvé un théâtre à Avignon, j'avais trouvé tout ce qu'il fallait. J'avais Mata, justement, Mathieu, qui fait ce podcast et qui réalise ce podcast. On a travaillé sur 8 podcasts, des hors-séries, en fait, qui devaient être entre le mois de mai et le mois de juin et introduire le One Man Show du mois de juillet au Festival d'Avignon. J'avais un théâtre de 200 places. Tout était réuni. Le lendemain, le Covid arrive, les sponsors se barrent, plus d'argent, le Festival d'Avignon annulé. Une fois de plus, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? 2 enfants à nourrir. En plus, on était en confinement chez mes beaux-parents dans le sud. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, une fois de plus, tu as des phases de colère. Tu te dis, ouais, t'en veux à tes gamins qui ne te laissent pas le temps de réfléchir à ton avenir professionnel. Et puis, il y a un moment où il a vraiment fallu que je me pose. Et là, en fait, je suis chez moi aujourd'hui et je réfléchis à mon avenir professionnel. Ma femme et moi, on veut partir de Paris. Donc, ça demande de, je dirais, restructurer ma conférence, en fait, avec des modules comme l'esprit d'équipe, comme le droit à la vulnérabilité, comme l'échec, comme le retour de l'échec, comme le changement aussi. Donc ça, c'est des modules que je suis en train de créer pour le monde de l'entreprise avec des conférences à thème. Et puis derrière, je continue à travailler sur le seul en scène parce que je pense qu'il peut plaire justement et au-delà du sport. Et puis, je suis revenu un petit peu sur mes bases qui sont le développement personnel et j'ai aussi envie de proposer mes compétences maintenant dans un club de top 14 ou Pro D2 sur le coaching mental. Voilà, peut-être un moment de faire partie d'une équipe et puis d'apporter un petit peu mon expertise, mes expériences et puis mes outils de coaching pour permettre justement aux joueurs, dans les moments durs, justement, de la blessure, de l'après-carrière, mais aussi dans les grands moments de performance, de se sentir bien avec soi-même dans sa performance. Donc, je réfléchis à ça. Aujourd'hui, je suis à découvert de 5000 balles et ça va. Parce que j'ai envie de me projeter, parce que j'ai envie que tous ces outils et tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure puissent servir et il faut déjà que je me sente bien. Donc, il y a un moment où, sinon, c'est de la branlette philosophique, d'aller dire que le bonheur est à l'intérieur, mais de ne pas l'incarner. Ça, j'ai déjà fait et c'est bon. Se prendre pour Jésus, j'ai pas envie. Donc, j'avance. J'ai des doutes, je les partage avec ma femme et ça te permet de comprendre un peu et de travailler aussi en équipe parce qu'on est une équipe avec ma femme et qu'on se soutient depuis tant d'années maintenant. Donc, ces projets sont là. Maintenant, il faut les incarner. Il faut trouver les personnes qui ont le financement. On verra dans les jours et dans les semaines à venir où tout ça va me porter. Mais je ne me laisse pas aller. Ouais. Et à aucun moment, tu t'es dit que tu allais rebasculer dans une carrière peut-être un peu plus tradie, dans une entreprise, être salarié, mettre tes compétences en avant sur d'autres domaines? Et c'est ce que justement, c'est une recherche aussi, on va aller sur Montpellier, donc c'est une recherche de travail aujourd'hui. Après, je connais mes compétences. Maintenant, il faut arriver à les identifier aussi en entreprise. Tu vois, quand on parle de RH, pour moi, je trouve que c'est un métier qui est un peu lunaire, quoi. Relations humaines, il faut le connaître, l'humain, quoi. Donc, je fais partie là, je suis un peu un extraterrestre par rapport à ces relations humaines, quoi. Donc,
Donc, j'ai pas aussi en plus de me mettre dans une boîte, se mettre dans une boîte, t'as compris. Ce côté indépendant, en fait, il est dur parce que t'es à la fois dépendant des clients, mais t'es indépendant, donc c'est cette liberté. Il faut l'assumer, la liberté. Assumer, ça demande de la responsabilité, ça demande de, assumer la liberté, c'est un vrai travail. Comme le pardon, c'est un vrai travail. Ce sont des mots forts, c'est un vrai travail. On se considère comme un peuple libre en France. Oui, on l'est, mais on est un peu enclosé dans pas mal de croyances. C'est comme le pardon, en général, on pardonne, mais je te pardonne, mais j'en garde toujours un petit peu dans la poche. Tu vois ? La vraie liberté, la vraie indépendance, la responsabilité et le pardon sont des mots très très forts, mais les incarner à 100%, on verra à la fin de ma vie, quand je me retournerai à 90 ans ou à 100 ans, si j'ai respecté ces valeurs-là. En tout cas, j'y travaille, on verra. Je vais tellement loin à chaque fois, donc il faut m'arrêter. Faut m'arrêter. Ah, mais c'est intéressant. On va perdre les auditeurs parce qu'on est quand même un podcast caricaturé rugby, donc je suis pas sûr que tous auront... Libre à chacun de prendre ce qu'il veut dans nos réflexions, Morgane, hein, franchement. Exactement. Exactement. On fera une version courte et une version longue. Est-ce que ce que tu retiens du coup de ta carrière de rugbyman, enfin quelque chose qui te nourrit encore aujourd'hui, c'est justement ce lien que tu as créé avec les anciens joueurs ? Ouais, je disais, c'est le croche-patte à l'entraînement, c'est plein de souvenirs qui deviennent de la nostalgie, mais c'est là où il faut faire gaffe à pas devenir des vieux cons, à dire que c'était mieux de mon temps et persuadé d'avoir la science infuse par rapport à la génération actuelle qui avance avec son temps. Donc moi j'ai aimé ce voyage. Voilà, merci au rugby pour ce voyage qui était caricatural mais qui était absolument magique. Que dire de plus ? Mais tu te sens vraiment loin toi de la génération actuelle ? Non, pas du tout. Mais je dis, c'est le danger, c'est ça justement, c'est de s'en éloigner. Ok. Ne pas oublier qu'à 20 ans, quand j'ai des mecs de 40, 50 ans, ils me disent, ouais, la génération actuelle, il faut les responsabiliser. J'ai envie de dire, mec, à 18, 20 ans, qu'est-ce que tu avais envie de faire ? Draguer, avoir de l'argent, être reconnu, et voilà, tous des fantasmes de réussite, mais qui existent bel et bien à un âge où on veut se construire à l'extérieur. Donc, allez dire aux mecs de 18, 20 ans, faites gaffe les gars, attention quand même, parce que là... Moi, donner des conseils, j'ai jamais aimé. Par contre, partager des expériences, oui. Parce que les mecs peuvent s'identifier et se dire, peut-être qu'il faut que je fasse gaffe là. Et puis, quand tu racontes tes anecdotes à des mecs de 20 ans qui te regardent comme ça, parce que tu as des anecdotes sur Domi, sur Bibi Radou, sur Thomas Lombard, et puis toi, t'es au milieu du bordel, ben, les mecs, dans l'intime du vestiaire, les mecs, ils aiment ça, parce qu'ils disent, ah ouais, putain, ils ont fait ça aussi quand même, les mecs. Donc, c'est ce partage qui est plutôt chouette. Après... la génération actuelle, elle est géniale, elle est juste différente. Moi, je suis très heureux d'avoir fait ma carrière sans les réseaux sociaux. Et les mecs dans 20 ans se diront, ben moi, j'avais été au début des réseaux sociaux, ben, j'étais très content que ça se passe comme ça, et puis voilà. Et c'était génial. Pour finir, Raphaël, est-ce que tu peux nous dire dans quelle ville tu passes tes vacances ? Dans quelle ville je passe mes vacances ? C'est peut-être la question la plus simple et au final, ça paraît être la plus compliquée depuis le début du podcast. Ben, j'aimerais que les prochaines vacances se passent à Montpellier. Voilà, parce que on a ce projet de vie avec ma femme de partir sur Montpellier pour retrouver un peu la campagne que moi j'ai connue en Picardie et elle dans le sud. Donc j'aimerais que ce soit Montpellier ou en tout cas petit village. Ce serait plus village que ville en fait aussi. Et quel est le sport que tu pratiques aujourd'hui ? Ben là, quand je vais raccrocher, je vais prendre mon vélo, je vais aller me faire 10 bornes ou 15 bornes de vélo. Après, je vais poser mon vélo, je vais courir 6 km. Et voilà, j'entretiens. Mais une fois de plus, quand tu es blessé dans le rugby, tu t'entraînes un peu seul. Donc moi, comme j'étais beaucoup blessé et que ça fait 15 ans que j'ai arrêté, j'ai l'impression d'être encore un espèce de prototype de mec qui fait du cardio. Mais c'est ce que je fais depuis 15 ans. Et puis en fait, tu prends goût. Donc voilà, je fais beaucoup de trucs solo, ouais. Et tu t'inscris à des compètes ou tu le fais juste pour le... Non, mais par exemple avec mon pote Luc, là, chaque année je fais l'Epic Trail de Rodez, à côté de Rodez. On se tape 10 bornes, la veille tu te files du rouquin, je fais ça avec Norbert, un pote de Beauvais, on descend en train de nuit et puis on se fait ça une fois par an, donc c'est un trail de 10-12 bornes. Et puis voilà, au fur et à mesure, voilà, je vais me greffer des objectifs différents. Bon, la dernière fois que j'ai fait un footing dans le parc en face de chez moi, il y a un vieux qui m'a doublé. J'ai dit, toi, tu m'auras pas. Je l'ai redoublé.
je fais une contracture au mollet. Donc, moi, le danger, c'est pas les mecs qui m'ont fait peur sur le terrain. Je pense qu'il n'y a pas un mec qui m'a fait peur sur un terrain de rugby. C'est moi qui me fais le plus peur. Donc, voilà, faut que j'apprenne à respirer. À 40 ans, je pense on a des axes d'amélioration, Morgane et Alexia. C'est jamais trop tard, c'est jamais trop tard. Ouais, et puis là, il serait bien temps quand même d'arrêter de faire les choses par excès. Et je suis un peu un excessif quand même. Je pense que ça s'est ressenti dans nos échanges. Et quel est le titre que tu peux écouter en boucle? Alors, Thunderstruck, la CDC, parce que c'est la musique que je mettais en fait à chaque fois que je sortais du bus et j'avais cette espèce de rituel. J'avais pas un slip, une paire de chaussettes que je mettais ou quoi, mais j'avais ce rituel, c'est que je rentrais sur le terrain et je marchais sur les lignes extérieures et j'essayais de le faire en 4 minutes 58. En fait, c'était le temps que j'avais enregistré de Thunderstruck et d'essayer de faire le tour en 4 minutes 58 pour ensuite rentrer dans les vestiaires. On a tous nos trucs à la con, hein, et encore, moi, c'en est qu'un. Va voir Diego Dominguez, tu vas voir ce qu'il va pouvoir te dire là, sur ses idées. C'est structuré et tout. Attends, mais les gens te voient pas, il faudrait... Vous avez la vidéo, après vous en faites ce que vous voulez. Et le sportif que tu admires le plus, tout sport confondu, est-ce qu'il y a un sportif que tu admires? À part Jean-Luc Sadourny. Ouais, non. Il y a une fois de plus, il n'y a pas un mec en particulier. On a tous, ou en tout cas la plupart, vu Jordan, voilà, McGregor, Usain Bolt. En fait, Serena Williams. Moi, les documentaires sur les sportifs, j'adore parce que en fait, quand ils sont bien tournés, tu vois les failles. C'est qu'à la fois comment tu peux te transcender et te fixer des objectifs hyper forts et que en fait tes failles font presque partie de ta performance. Donc c'est ça que j'aime bien. McGregor qui en 2013 se bat avec un mec de 100 kilos à la carrure de rugbyman dans un espèce de grenier et qui se fixe cet objectif. Il n'y a pas de quoi se payer un casque de boxe et puis qui se fixe comme objectif d'être le meilleur du monde. Le mec atteint son objectif. Après il y a tout l'apparat, il y a tout les guagnols, les machins, les trucs. Moi je m'en fous, je l'ai connu à 20 ans. Pas autant que lui et je ne serai jamais autant que lui, mais dans cette opulence. Mais de se fixer un objectif et de s'y tenir, moi, ça m'inspire. Moi, je me suis fixé un objectif de devenir un homme meilleur et voilà, ces mecs-là m'inspirent par leur parcours et voilà. Et puis on avance, on évolue, on se casse la gueule et voilà, ce côté transcendance me plaît. Et on avait vraiment une toute dernière question. Si on te dit l'horizon, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ça me fait penser à mon fils qui regarde le Toy Story. Et à chaque fois, je lui fais vers l'infini. Et lui, il me dit au-delà. C'est ça qui me vient à l'esprit. Parfait. Une belle réponse, toi. Merci Au-delà. beaucoup, Raphaël, pour cet échange. Cool. Ouais, merci pour ce beau témoignage en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain témoignage.